Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et le thème ce soir, c'est celui des matières premières. On l'a un petit peu évoqué au cours de l'émission. Bien sûr, le pétrole qui reste la grande variable macroéconomique sous l'impulsion bien sûr de la géopolitique. Et nous vous proposons tout de suite de revisionner l'interview de Benjamin Louvet, le directeur de la recherche de la gestion matières premières d'Ophi Invest Asset Management. Il était l'invité de Grégoire Favé il y a quelques jours. Il parlait notamment du Venezuela, un pays, on le sait, avec les réserves les plus importantes au monde. On l'écoute tout de suite. Plusieurs remarques sur le sujet. La première, c'est qu'effectivement, il y a un vrai questionnement autour du montant des réserves de pétrole du Venezuela. Les réserves sont aujourd'hui affichées à 300 milliards de barils, ce qui en fait effectivement les plus grosses réserves du monde devant l'Arabie Saoudite, d'une courte tête, mais ça fait grosso modo 17-18% des réserves prouvées. Alors prouver est un bien grand mot parce qu'en fait, cette estimation, elle est basée sur des chiffres qui ont été communiqués à l'époque de Chavez au Venezuela et qui sont une extrapolation d'un modèle qui a été exécuté sur une partie du territoire vénézuélien. Donc on peut se poser la question de la véracité de ces données, d'autant plus qu'il y a un organisme très sérieux, un consultant spécialiste des énergies qui s'appelle Rystad Energy, qui a publié une étude courant 2024 dans laquelle il faisait état de réserves qui seraient plutôt autour des 30 milliards de barils. Alors c'est déjà beaucoup, mais c'est quand même beaucoup moins que 300 milliards de barils, effectivement. Le deuxième point qui se pose comme question, c'est de savoir combien de temps il faudra pour relancer la production. La première chose concernant ce sujet, c'est que la situation politique n'est pas stabilisée au Venezuela. On le voit bien. Delcy Rodriguez a au début annoncé qu'elle jouerait le jeu avec les Américains pour finalement reprendre la main et dire que le Venezuela n'était pas en quelque sorte un paillasson et qu'il continuerait à gouverner. Ce qui a amené Donald Trump à la menacer de la façon la plus violente qui soit, en disant que son sort pourrait être pire que celui de Maduro. Donc on a une situation qui est compliquée et qui n'exclut pas que les États-Unis aient encore besoin d'intervenir s'ils veulent vraiment stabiliser la situation. Et puis ensuite, il y a une autre question qui se pose, c'est que le pétrole vénézuélien est un pétrole très lourd, qui n'est pas forcément un pétrole très recherché parce qu'il demande à être mélangé pour arriver à être raffiné. Les raffineries ne sont pas tellement équipées pour traiter ce type de pétrole, mais il peut intéresser les Américains parce qu'il faut savoir que le pétrole de schiste que les Américains ont beaucoup développé ces dernières décennies est un pétrole, lui, très léger. Donc en mélangeant les deux, ils peuvent arriver à obtenir un pétrole qui a un niveau moyen de densité qui convient à leur raffinerie. Maintenant, il y a un deuxième problème qui est de savoir si les champs pétroliers du Venezuela peuvent être redémarrés pour ce qui est des champs de pétrole conventionnels. Et notamment, une question se pose autour du champ de Maracaibo, qui est le plus gros champ pétrolier du pays, parce que l'ancien directeur des installations de la compagnie nationale vénézuélienne, PDVSA, qui maintenant est exilé aux États-Unis, a, il y a quelque temps, dans une interview, montré son scepticisme quant à la capacité de redémarrer correctement ce champ pétrolier, parce qu'il a été arrêté de façon un peu anarchique et que la production pétrolière est quelque chose d'assez complexe et il n'est donc pas du tout certain qu'on puisse redémarrer ce champ pétrolier. Et puis il y a un dernier point, Grégoire, c'est que avant de pouvoir relancer l'exploitation de ce pétrole, il va falloir mettre les installations à niveau, ce qui va prendre du temps, demander beaucoup d'argent. Et puis, comme ce pétrole est très lourd, il va falloir, je le disais, le mélanger pour ensuite le faire passer dans des pipelines. Donc, ça veut dire construire des infrastructures pour mélanger ce pétrole, ensuite construire des infrastructures de transport. Donc, ça va être des investissements très lourds. D'ailleurs, le patron d'Exxon a été relativement prudent sur le sujet quand on l'a interrogé depuis les déclarations de Donald Trump et l'intervention au Venezuela, de même que le patron de ConocoPhillips. En gros, Grégoire, quand vous êtes un producteur de pétrole aujourd'hui et que vous avez le choix entre produire du pétrole de schiste chez vous avec un robinet que vous pouvez allumer très vite, en grosso modo ça met 3-4 mois pour lancer un puits de pétrole de schiste, et que vous pouvez aussi éteindre assez rapidement, pourquoi aller s'embêter à aller développer des ressources dans un pays où la situation politique n'est pas stable et où, comme le rappelait le patron d'Exxon, ils se sont déjà fait exproprier une fois. Donc on est très très loin. Les spécialistes parlent de 6 à 8 ans minimum pour revenir à un niveau de production comparable à ce qu'on a pu connaître par le passé. Donc vous voyez bien qu'on est très très loin d'avoir trouvé un nouveau gisement de pétrole immédiatement utilisable par les États-Unis. L'autre sujet qui mêle production pétrolière et géopolitique, c'est l'Iran, peut-être, Benjamin. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a une contestation populaire en Iran, mais peut-être que cette fois, c'est une contestation qui pourrait
prendre une ampleur différente, avec un soutien peut-être plus appuyé, et en tout cas des soutiens de l'Iran qui ont été considérablement affaiblis au cours des derniers mois et des derniers trimestres. Benjamin, si jamais on avait un vrai changement en Iran, est-ce que là, il y a matière à imaginer que la donne pétrolière puisse être modifiée? Alors, le vrai sujet, et on l'a vu d'ailleurs aussi au Venezuela, c'est que si jamais il y avait un changement en Iran, comme vous le mentionnez, ce qui compte, c'est de savoir comment se fait ce changement. Est-ce qu'il se fait de façon violente ou pas? Je pense que la vraie question est de savoir si les États-Unis interviendront. Parce que tant qu'on est dans une contestation populaire, à moins qu'elle dégénère réellement, on peut s'attendre à ce que l'Iran continue à profiter en partie de ses soutiens, mais quand bien même le gouvernement iranien perdrait, on est en droit de se dire que les installations pétrolières, dans ce cas-là, ne seront pas une cible. Et donc que la production pétrolière pourra continuer, et avec un régime plus favorable, peut-être que le pétrole pourra plus facilement couler vers le reste du monde, avec peut-être moins de sanctions que c'est le cas aujourd'hui. Si on devait avoir en revanche une intervention américaine à nouveau en Iran, comme ça peut être le cas il y a quelques mois, là la situation sera à surveiller de très près, parce que ça pourrait dégénérer, parce que là il faudra voir la réaction des autres pays autour en cas d'ingérence américaine dans cette crise qui pour l'instant est une crise populaire, vous le disiez. Donc crise populaire, probablement pas d'atteinte aux installations pétrolières, et donc possiblement, s'il y a un changement de régime, peut-être un retour de l'Iran sur le marché, ce qui ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour les prix du pétrole qui continueraient à baisser, mais qui serait plutôt une bonne nouvelle pour la consommation, mais qui poserait d'autres problèmes, parce que du coup, le pétrole de schiste deviendrait beaucoup moins rentable, voire pas rentable du tout, donc ça réduirait peut-être la production des compagnies américaines aux États-Unis, donc une équation relativement compliquée. Qui sera le métal gagnant de 2026, Benjamin? Je passe du coq à l'âne, hein, mais c'est vrai que qu'il soit précieux ou industriel, les métaux flambent, le cuivre est au sommet, l'argent a fait 150% l'an dernier, l'or, je n'en parle même pas, qui est dans tous les esprits et qui est devenu un sujet presque populaire aujourd'hui. Qui sera le gagnant de 2026? Vous en oubliez. Hein? Et vous en oubliez le palladium, tous les autres, dernière, justement. L'année dernière, l'or a battu un nouveau record historique, l'argent a battu un nouveau record historique, le platine a battu un nouveau record historique, et le cuivre a battu un nouveau record historique. Depuis, le cuivre a à nouveau battu son record historique aujourd'hui. C'est très difficile de répondre. J'ai envie de vous dire que nous, on a, je dirais, trois métaux qu'on aime particulièrement chez Ophi Invest AM. Le premier, c'est le cuivre, parce que le cuivre, c'est le couteau suisse de la transition. On en a déjà beaucoup parlé ensemble, et que clairement, compte tenu des difficultés qu'on a côté production et compte tenu de la hausse de la demande qu'on a à cause de la transition énergétique, mais aussi de la transition digitale avec le développement des data centers, la demande ne fait que flamber. Et donc, cette année, ce marché est attendu en déficit pour la première année, mais tout le monde s'attend à ce que ce soit le début d'un déficit structurel, comme on l'évoquait dans notre livre avec Emmanuel H. Il y a quelques années de ça. On arrive dans l'ère de raréfaction de ces matières. Non pas qu'on n'en ait pas assez, le problème, c'est pas la taille du réservoir, c'est la taille du robinet. Et sur le cuivre, on arrive dans cette équation-là. L'Agence internationale de l'énergie, je le rappelle, dit qu'à horizon 2030, on devrait avoir un supply gap sur le cuivre de 20%, ce qui veut dire que la demande serait 20% supérieure à l'offre. Avec une partie des stocks rapatriés aux États-Unis aujourd'hui qui servent plus de coussin amortisseur dans ce marché-là, d'ailleurs, Benjamin. Exactement, il y a eu un envoi des stocks à cause des craintes de barrières douanières, de tarifs, comme on dit en anglais. Finalement, le cuivre raffiné a été exclu de la base taxable. Néanmoins, ce cuivre reste aux États-Unis aujourd'hui, parce que c'est pour les maisons de négoce un moyen de faire de l'argent. Le cuivre est stocké à moindre prix. Il est sur une tendance qui est intéressante pour eux. Et en vendant ce cuivre à terme et en roulant leur position, ils encaissent tous les mois un peu d'argent. Donc, ils n'ont pas de velléité à le renvoyer ailleurs pour l'instant. Il y aura des mécanismes de marché qui se mettront en place si ça continue et que le cuivre continue à beaucoup monter et qu'on commence à avoir des raréfactions ailleurs. Les deux autres métaux que vous aimez avec le cuivre, oui, Benjamin. Le cuivre, évidemment, l'argent. Et il faut bien comprendre que dans les matières premières, c'est pas parce que ça a beaucoup monté que ça va arrêter de monter. Il faut rééquilibrer le marché. Et là, sur l'argent, on était dans la 5e année consécutive de déficit. L'année prochaine, ça sera une nouvelle année de déficit. Donc, ça va être relativement compliqué. Et puis, un joker, je dirais, c'est l'aluminium. L'aluminium, le plus gros producteur, c'est la Chine. La Chine arrive tout près du maximum de production que le gouvernement a fixé, alors que la consommation continue à augmenter. Donc, on risque d'avoir des tensions qui vont se multiplier dans les années qui viennent sur l'ensemble de ces métaux. C'est d'ailleurs les thèses d'investissement sur lesquelles nous, on travaille chez Ophi Invest AM depuis plusieurs années.
Et voilà Benjamin Louvet, l'expert de Ophi Invest Asset Management, qui nous prévient sur la raréfaction des matières premières. Merci de nous avoir suivis. Cette édition touche à sa fin. Demain, vous retrouvez Grégoire Favet. Excellente soirée et à très bientôt dans Smart Bourse.